Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Interaction consacré au climat. La donne a-t-elle changé depuis ces ouragans à répétition dont nous sommes témoins depuis maintenant 2 semaines? Pour en parler avec moi autour de cette table, Jean Jouzel, bonjour. Bonjour Renaud Toffier. Vous êtes climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, ce fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pierre-Yves Dugas, bonjour. Bonjour camarades. Vous êtes correspondant du Figaro à Washington et vous êtes exceptionnellement en France pour quelques jours. Et puis notre correspondant en Chine, Cyril Pluyette, qui est à Pékin et qui respire le bon air pékinois depuis maintenant 1 an. Alors de quoi allons-nous parler et qu'a-t-on vu depuis maintenant 2 semaines? Eh bien des tourbillons sublimes vus de l'espace, des images satellites belles comme une nuit étoilée de Van Gogh, mais à la surface de notre bonne vieille terre, des paysages dévastés des Antilles à la Floride. Alors Harvey, Irma, José, Katia, Maria, ce ne sont pas les personnages de la 92e saison des Feux de l'amour, mais bien les 5 derniers ouragans majeurs qui ont semé la mort, détruit des maisons et engendré des dizaines de milliards d'euros de dégâts. Aux États-Unis, le journalisme, vous le savez, Pierre-Yves, s'écrit avec un grand H, comme Hollywood, et les reporters ont bravé le vent, la pluie, et vous allez le voir, des marécages d'écume où vraiment personne, mais alors personne n'a envie de tremper son orteil. Ils ont vacillé sous les rafales et ils ont parfois apporté leur accessoire histoire d'être vraiment certains de passer au zapping. Bref, ils nous auraient presque fait oublier grâce à leur prouesse que la Floride a tout de même appelé 5 millions de personnes à évacuer et en a fait dormir des milliers d'autres dans des hangars. Alors les Américains sont certes résilients, habitués aux cyclones, mais Donald Trump et son épouse ne se sont pas débinés pour autant et ont vissé leur casquette blanche immaculée pour aller servir des morceaux de pain et des bananes aux sinistrés. La question qui nous agite maintenant, la voici. La donne a-t-elle changé? De Washington à Pékin en passant par Paris, qui s'emparera le mieux de la question climatique? Et c'est la question que j'ai envie de vous poser, Jean Jouzel. Selon vous, qui va s'emparer le mieux de cette question? Xi Jinping, Emmanuel Macron ou un autre? Peut-être Xi Jinping, justement. Enfin, c'est quand même ce que l'on voit actuellement. J'imagine que Cyril ne nous contredira pas, et j'ai une question pour lui d'ailleurs. La Chine, les émissions se stabilisent, mais est-ce vraiment une véritable stabilisation des émissions de gaz carbonique? Il y a un effort qui est fait. On pense que ça peut être lié à l'activité économique qui augmente moins rapidement que prévu, mais aussi quand même à l'efficacité énergétique, au développement des renouvelables, et c'est une vraie question. Alors, quand on regarde, effectivement, c'est évidemment la Chine est le premier émetteur, mais c'est aussi, il y a une certaine volonté d'aller de l'avant, pour d'autres raisons également, bien sûr, pour la pollution qu'il faut aussi juguler. Et est-ce que le climatologue que vous êtes s'étonne de cette succession d'ouragans que l'on venons de voir? Je voulais quand même vous montrer 2 graphiques. Le premier, c'est sur l'évolution des températures depuis environ 79. On voit effectivement qu'il y a une légère hausse des températures. En revanche, sur l'occurrence de ces ouragans, on peut voir sur un deuxième schéma, le voici, eh bien que c'est assez cyclique finalement et qu'il n'y en a pas forcément beaucoup plus que dans les années 70. Non, il n'y en a pas forcément beaucoup plus. Il n'y en a pas plus pour le moment qu'en 2005, il y a certaines années. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes extrêmement prudents. La caractéristique de ces cyclones, c'est vraiment leur intensité. 3 ou 4, enfin 4 des 5 cyclones que nous avons cités ont atteint à un moment de leur vie la catégorie 5, et ça c'est assez exceptionnel, et c'est quand même lié aux températures de l'Atlantique Nord extrêmement élevées, plus de 30-31 degrés. Alors ce lien entre la température de l'océan et l'intensité des cyclones, il est réel. Ce sur quoi nous sommes beaucoup plus prudents, c'est d'attribuer l'évolution des cyclones, que vous montrez là, aux activités humaines. Tout simplement, justement, parce que nous n'avons pas de données au-delà de 1960, au-delà du début. Donc c'est ça notre difficulté, parce que les gens nous reprochent de ne pas vouloir attribuer, mais ce n'est pas si simple. Disons, effectivement, il se peut très bien que au début des lunaires, il y ait aussi des cyclones aussi importants sans activité humaine. Et tant qu'on n'aura pas un véritable enregistrement, ça sera difficile de faire cette attribution. C'est une émission interactive, je vous le rappelle. Nous avons déjà Dominique, Samir, Angelo, Anja qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions. Nos invités sont là pour y répondre. Et d'ailleurs, nous avons un sondage que nous vous soumettons depuis ce matin. Vous pouvez le voir en temps réel sur cette animation. Notre sondage du jour, les ouragans récents ont-ils changé votre perception de l'urgence climatique? Vous pouvez voir que c'est pour l'instant très équilibré, 46-47. Vous pouvez continuer à voter et nous commenterons les résultats à la fin de cette émission. Pierre-Yves, on va revenir avec vous sur le contexte américano-américain. Quelle décision le président américain a-t-il pris pour répondre à l'urgence justement de cette succession d'ouragans qui ont frappé notamment la Floride? Les ouragans se produisent chaque année aux États-Unis. Depuis 12 ans, on n'avait pas eu d'ouragan touchant les côtes américaines de plus de catégorie 3. Donc l'année 2017 est exceptionnelle.
Mais il y a des processus, des procédures et des institutions qui sont établies, avec l'Amérique étant un État fédéral. D'abord, une réaction au niveau des autorités de chaque État. Le gouverneur intervient, met en branle toute une série de systèmes de procédures de sauvetage, de protection, d'évacuation. Et l'État fédéral intervient derrière avec une agence spécialisée dans la gestion des situations d'urgence qui s'appelle FEMA. Le patron de cette agence nommé par Donald Trump n'était en poste que depuis le 20 juin et essentiellement tout le travail qui a été fait sous Barack Obama a pu être appliqué maintenant avec cette série d'ouragans de catégorie 4 ou 5. Pour l'instant, Donald Trump que l'on attendait au tournant, on parlait presque plus de Donald Trump face aux ouragans que des ouragans eux-mêmes. C'en est plutôt bien sorti. La petite séquence que vous avez montrée montre qu'en termes de compassion et de communication, il est allé au-devant des problèmes. Très vite, on a déclaré les zones frappées comme des zones de désastre, ce qui déclenche l'intervention des crédits fédéraux. Voilà. Et la phase de reconstruction va durer des mois. Beaucoup de Texans, beaucoup de Floridiens sont dans le dénuement le plus complet. Ils remplissent des demandes de prêts garantis par le gouvernement fédéral pour reconstruire leur maison, pour reconstruire dans le cas d'artisans, leurs entreprises. Et la saison des ouragans n'est pas terminée. Donc il est encore trop tôt pour dire que pour l'instant Donald Trump a passé cet examen difficile, mais pour l'instant ça va. Mais est-ce que déjà, on peut estimer qu'il va faire des concessions sur l'écologie et l'environnement ? Je voulais vous montrer un sondage des Républicains face au changement climatique. Est-ce qu'ils se sentent concernés ou très concernés ? Eh bien, en avril, ils étaient 1 sur 2. Et en septembre, bien entendu, à la faveur de ces ouragans qui viennent d'arriver, ils sont désormais 57%. Si quelque chose intéresse vraiment Donald Trump, ce sont bien les sondages d'opinion. Donc, est-ce qu'il peut faire des concessions ? Vous savez, souvent les républicains, que ce soit les électeurs ou les élus républicains du Congrès, ne sont pas d'accord avec Donald Trump. Donc le président Trump peut en prendre compte ou ne pas en prendre compte. La position de Donald Trump, elle est que les ouragans ont toujours existé, que ce phénomène n'est pas nouveau. Ce qui est vraiment nouveau pour lui, c'est qu'il frappe des régions qui sont de plus en plus densément peuplées et que ces ouragans sont médiatisés, pour ne pas dire politisés ou en tout cas instrumentalisés. Heureusement, jusqu'à présent, les républicains et les démocrates au Congrès, et Donald Trump a bien joué le jeu, ont refusé de politiser les crédits qui ont été votés très rapidement par le Congrès. 7 milliards de dollars ont été votés en urgence pour les victimes de l'ouragan Harvey au Texas. Davantage maintenant sera voté dans les prochaines semaines pour la Floride, avec éventuellement d'autres interventions. La politisation a été minimale, mais le président Trump, pour le moment, n'a pas donné d'indication qu'il fait la corrélation entre le réchauffement et les ouragans. Jean Jouzel, je voulais aussi vous demander, est-ce que le climato-scepticisme de Trump, qu'on connaît bien, a un impact sur le monde de la recherche aux États-Unis ? Est-ce que les chercheurs sont affectés, les scientifiques sont affectés ? Donc, moi-même, je suis membre de l'Académie des sciences des États-Unis et je peux vous assurer, comme membre étranger, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun climato-sceptique dans nos sections. Je suis justement dans la section où on traite du climat, dans les sections géophysique et géochimie, donc là où les climatologues, il n'y a pas que des climatologues, bien entendu, mais il n'y a pas de scepticisme dans la communauté scientifique, mais il y a des conséquences. Il y a à la fois des conséquences en interne, des crédits qui sont coupés, on a vu, disons, sur la NASA, par exemple, mais surtout à la NOAA, des crédits qui sont coupés, pas tant que ça d'ailleurs, parce que justement le Congrès n'approuvera peut-être pas disons, on verra ce qui se passe au niveau du Congrès, c'est pas joué, mais par exemple vraiment une décision qui est pour moi marquante, c'est là on a parlé du GIEC, eh bien la prochaine assemblée du GIEC qui se tiendra en France l'an prochain sera complètement centrée sur comment on continue à financer le GIEC alors que Donald Trump s'en retire. Les États-Unis, c'est un vrai problème. Ça donne envie à des scientifiques ou des chercheurs de s'exiler en Europe ? Oui, alors il y a eu cet appel d'Emmanuel Macron, oui, voilà. il y a énormément de réponses. Donc pour le moment, le processus est en route et il y a eu énormément de réponses, dont des scientifiques extrêmement motivés, extrêmement sérieux. Donc ça, disons, j'étais bien sûr un peu surpris par cette proposition de Donald Trump, mais finalement, elle n'est pas tombée dans le vide, elle a suscité de l'intérêt des chercheurs étrangers. Cyril, en Chine, brièvement, Xi Jinping reste dans l'accord. Ah oui, ça, il n'y a aucun risque qu'il en sorte. Ça fait partie vraiment de sa stratégie de communication, d'être un fervent défenseur de l'écologie, et puis ça correspond aussi à une nécessité pour le pays.
Et regardez d'ailleurs ce que disait le New York Times très récemment, c'était en juin dernier, au lendemain du retrait des États-Unis de l'accord. C'était en fait une interprétation comme quoi Trump avait fait cadeau à la Chine de devenir un leader mondial en disant que les Chinois ne demandaient qu'une chose, c'était justement combler ce vide laissé par Washington. Alors, comment la Chine, d'après vous, Cyril, peut effectivement devenir ce nouveau leader mondial ? C'est vrai que c'est une aubaine formidable pour Xi Jinping, qui cherche. La Chine veut devenir la première puissance du monde, et Xi Jinping veut s'imposer comme un leader responsable, comme l'anti-Trump. Trump prend des décisions à l'emporte-pièce, lui raisonne à 40 ans. Trump se retire du libre-échange, il prône au contraire la globalisation, et Trump se retire de l'accord de Paris, et lui se veut le chantre de l'écologie. Et alors, est-ce crédible tout cela? Laure Kermanagh va tout vous dire en une vidéo d'1 minute. La Chine peut-elle devenir le leader mondial de la lutte contre le changement climatique? Depuis que Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord de Paris, la Chine y a vu une opportunité économique et diplomatique. C'est le pays qui aujourd'hui émet le plus de CO2, étant responsable de 30% des émissions totales, soit l'équivalent en 2014 des émissions combinées des États-Unis et de l'Union européenne. Sa consommation de charbon est quasi équivalente à celle du reste du monde, même si les chiffres qu'elle transmet semblent minorés. La pollution dans le pays est problématique et est devenue un sujet de santé publique. En janvier 2017, Xi Jinping a présenté un plan d'investissement sur 5 ans de 361 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et nucléaires. En 2016, la Chine a installé 35 gigawatts d'énergie solaire sur l'année, l'équivalent de la capacité totale de l'Allemagne. Autre fait marquant, au moment du salon de l'automobile de Francfort, le ministère chinois de l'Industrie a annoncé préparer la fin des voitures à essence en Chine d'ici 2030 ou 2040. Parce que le marché chinois représente un quart du marché mondial des ventes de véhicules neufs, c'est un bouleversement majeur de l'industrie automobile. Alors est-ce que les bonnes intentions du président chinois se transformeront en actions concrètes? Et les résultats seront-ils au rendez-vous? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Cyril. Est-ce crédible et est-ce que les promesses seront tenues? Le chemin va être long. Ce qui est certain, c'est que depuis 2013, le gouvernement fait des efforts. Il fait des efforts. En fait, il y a deux volets de la question. Il y a le CO2, le réchauffement climatique, et puis il y a la pollution de l'air et de l'eau. Ce sont évidemment des choses complètement différentes. Pour lutter contre le CO2, le gouvernement prévoit de réduire la consommation de charbon. Il faut savoir que pour l'instant, le charbon représente environ 60% de l'électricité. Donc ça reste à un niveau extrêmement élevé. La difficulté, c'est que pour l'instant, les Chinois consomment moins par habitant que les Américains, par exemple, et qu'avec le développement économique, cette tendance va se rapprocher du niveau américain. Donc, il y a des efforts qui sont effectués, mais qui sont contradictoires avec la volonté chinoise de se développer très fortement économiquement. Et vous dites qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a une étude américaine qui a fait grand bruit très récemment. Elle venait de l'université de Chicago. On va pouvoir la découvrir ensemble. Si vous vivez en Chine aujourd'hui, toute votre vie, vous perdez en moyenne 3 années et demie d'espérance de vie. C'est un chiffre qui grimpe à 7 années si vous vivez dans le nord-est de la Chine. Donc c'est aussi un problème de santé publique, Cyril, et un problème de mécontentement généralisé de la population. C'est exactement ça. La pollution de l'air et de l'eau est un des problèmes qui, en Chine, réunit tout le monde. Donc voilà, il y a 1,4 milliard de Chinois. Énormément, évidemment, sont concernés par la pollution. Et si c'est une préoccupation pour 70% des Chinois, et évidemment, si le gouvernement n'y répond pas, il risque un mécontentement très très fort qui peut être source de déstabilisation. C'est également un problème de santé publique, évidemment, qui risque de coûter très cher. Les cancers augmentent fortement en Chine. Jean Jouzel, un mot sur ces efforts chinois, vous y croyez?
Bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre. Enfin, j'y crois. Oui, disons que les centrales au charbon anciennes, on les remplace par des centrales au charbon un peu plus modernes déjà, et qui polluent moins et qui, disons, sont plus efficaces du point de vue énergétique. Mais bon, le chiffre qui est intéressant, c'est quand même le développement des renouvelables. Les 33 gigawatts, c'est quand même 33, disons, l'équivalent de 33 de 1000 mégawatts. Évidemment, c'est pas, disons, c'est pas en permanence il faut plutôt diviser par 3 ou 4, mais ça équivaut quand même à quelques centrales, près d'une dizaine de centrales de 1000 mégawatts. C'est loin d'être négligeable, c'est ce que je veux dire. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience généralisée autour de la planète de l'urgence climatique, ou est-ce que vous considérez que ces initiatives comme celles qu'on vient de voir répondent plutôt à un intérêt particulier, par exemple des Chinois, d'investir le marché mondial sur les panneaux solaires, par exemple? Il y a une autre caractéristique des Chinois, c'est qu'ils se sont investis énormément sur la recherche. On a parlé de la recherche, ils sont vraiment extrêmement brillants sur la recherche touchant au climat. Ils sont extrêmement investis. Je suis très proche de mon collègue Chin Dae, qui a été vice-président du GIEC pendant de très longues années. Voilà, donc ils sont... oui, il n'y a pas de climato-scepticisme, en tout cas déclaré, et donc c'est vraiment un pays qui va de l'avant et dont la communauté scientifique soutient complètement l'effort de Xi Jinping dans ce cas-là. Et on a déjà un internaute qui nous dit Adil, la cause du réchauffement climatique est due aux usines et aux voitures si on passait aux voitures électriques dans le monde entier. Est-ce que, dans un avenir plus ou moins proche, vous croyez à cette hypothèse? Alors, Pierre-Yves m'a dit à juste titre comment on produit l'électricité. Évidemment, c'est là tout le débat. Ça n'a de sens que si on produit l'électricité de manière propre. De manière propre, alors, les solutions, on peut discuter du nucléaire, bien sûr, à le renouvelable. Il y a aussi utiliser du fossile avec piégeage et stockage du gaz carbonique, mais évidemment, ça n'a de sens. Et ça aussi, pour le moment, ça a une capacité de développement, mais aussi, il faut bien sûr améliorer les batteries. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, oui, pour moi, c'est l'avenir, en tout cas, mais il y a encore là aussi un long chemin à faire. Je pense que c'est bien que, disons, l'Allemagne se soit quand même affichée, au moins, pour la Chine de ne plus produire, enfin essentiellement des voitures électriques à partir de 2030-2040. Ce qui était aussi le cas en France, on a vu dans le plan de Nicolas. C'est la Chine qui fait ce genre d'annonce. On voulait aussi évoquer avec vous ces nouveaux acteurs qui s'impliquent dans la lutte contre le réchauffement climatique et qui ne sont pas des structures étatiques comme par exemple les États-Unis ou la Chine. Eh bien, il y a par exemple la Californie, vous allez le voir, c'était un article du Figaro de juin dernier. La Californie qui est à la pointe du combat contre Donald Trump, pas seulement sur le climat, mais sur le climat quand même. Et vous le voyez, dès le lendemain du retrait de l'accord de Paris sur le climat, le gouverneur de Californie s'est envolé pour la Chine avec l'intention de montrer qu'il existe des alternatives au pouvoir fédéral. Il y a un autre exemple, eh bien, c'est un groupe de villes mondiales qui s'appelle le C40, C40. Eh bien, vous allez entendre ce que dit son président et il ne dit pas autre chose que cela. I sense that we're in a tipping point now in the way in global governance in the world, moving out of the era where global governance is dominated by powerful nation states, and perhaps into one or maybe back to one where it's progressive city leaders working together that instead set the direction of humanity as a whole. Pierre-Yves, il y a, c'est vrai, ces groupes, il y a aussi les grandes entreprises qui jouent un rôle. Oui, les grandes entreprises américaines multinationales préféreraient d'abord pour des raisons d'image, mais aussi pour des raisons d'unicité de leurs normes, parce qu'elles opèrent, elles sont des entreprises nationales dans tous les pays du monde, préféreraient que d'abord les États-Unis restent autour de la table des accords de Paris pour s'assurer que les intérêts américains seront défendus. Faire la politique de la chaise vide, ça pose des problèmes pour les États-Unis. Donald Trump est en train de s'en apercevoir. Et puis les multinationales, même dans le secteur de l'hydrocarbure, même Exxon, souhaitent avoir leur mot à dire dans la manière dont on va penser le nouvel avenir énergétique mondial et regrettent et avaient œuvré pour éviter que Donald Trump sorte des accords de Paris. Donc ce n'est pas qu'une question d'image. Les Américains ont une solution à court terme pour réduire leurs émissions de carbone, c'est le gaz de schiste, qui a fait qu'on a abandonné beaucoup de charbon aux États-Unis pour passer au gaz, parce que pour le moment, ça pollue beaucoup moins que le charbon. Mais est-ce qu'à long terme, et à moyen et long terme, c'est la solution ? Ça, c'est autre chose. Oui, il y a aussi pour les gaz de schiste, c'est le problème des fuites qu'il faut bien maîtriser, mais il est quand même clair que, disons, le fait que les émissions diminuent légèrement aux États-Unis est une des raisons et le passage du charbon vers le gaz de schiste. Parce qu'on a vu ces scènes aux États-Unis avec des Américains qui vivent à proximité des puits de gaz de schiste et qui allument le... Oui.
Donc c'est pas le bien robinet sûr. avec, Oui, avec ça, un briquet. Il faut absolument. C'est pas forcément une énergie propre non plus. Non, s'il y a des fuites, s'il y a 3 ou 4% de fuites, on atteint le même pouvoir, disons en termes de gaz à effet de serre, que le charbon. Il faut être très attentif. En gros, disons, si on utilise le gaz de schiste, il ne faut pas l'utiliser comme des cow-boys, mais de façon extrêmement, disons, propre, enfin attentive, et ça demande beaucoup d'investissement et le coût serait augmenté. Si on l'exploite de façon vraiment sûre, ça sera plus cher. Cyril, à Pékin, on parle évidemment d'organisations non étatiques. Il y a des ONG, des organisations en Chine qui œuvrent pour le climat, contre le réchauffement climatique? Alors, il existe des organisations, des militants écologistes, mais ils ont la vie assez dure. C'est-à-dire qu'en Chine, toute personne qui s'oppose à la politique du régime fait l'objet d'une répression assez forte, et bon nombre de ces militants sont harcelés. En réalité, la politique environnementale vient du gouvernement qui la planifie sur des plans sur plusieurs années. Jean Jouzel, du coup, la question que je voulais vous poser, c'est où se situe pour vous aujourd'hui le vrai pouvoir? Qui peut vraiment faire changer les choses sur le réchauffement climatique? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont justement le C40 et les autres organisations? Tout le monde a un rôle à jouer. Les États ont leur rôle à jouer, c'est de mettre en œuvre un accord ambitieux, l'accord de Paris, dont on sait quand même qu'il faut absolument relever l'ambition si on veut qu'il respecte l'objectif de degrés. Et ça sera la difficulté du retrait de Donald Trump. On devait parler de relever l'ambition de l'accord à partir de 2019-2020. Ça sera très difficile si les États-Unis ne sont pas dans la course. Et ensuite, les collectivités, les villes, disons tous les médias aussi ont leur rôle à jouer. Nous sommes ici et je vous en remercie. Disons, mais en particulier, ce qui se passe, disons, quand on parle de logement, de construction, de transport, même de production d'énergie, beaucoup se fait sur les territoires. Les villes, ça va représenter, il y aura 6 milliards d'urbains en 2050, 2 fois plus qu'aujourd'hui. En France, on arrivera probablement à 70-80 d'urbains aussi. Donc bien sûr que les villes ont un rôle à jouer. Et disons, on a vu le directeur exécutif, on peut rappeler quand même que la présidente, je crois que c'est Anne Hidalgo du C40 actuellement. Donc voilà, la France s'implique beaucoup, mais tout le monde a un rôle à jouer. Et bien sûr, le citoyen et les ONG que vous avez cités. Mais les collectivités, toutes les collectivités, les villes ont un rôle énorme à jouer. C'est là où les choses se passent. Je voulais vous demander, avant qu'on donne les résultats de ce sondage Twitter que l'on vous pose depuis ce matin, un pronostic. On a un internaute sur Twitter qui nous dit les USA n'ont aucun intérêt à signer ces accords, et simplement un pronostic. Considérez-vous, estimez-vous que Donald Trump va finalement revenir dans l'accord d'ici quelques mois? Oui, justement. La seule, disons, il peut revenir dans l'accord si c'est son intérêt. C'est très clair pour moi. Et ça peut être son intérêt dans 2 ou 3 ans si, d'abord, on verra si disons, bien sûr, les événements climatiques, même s'ils sont extrêmes et qu'on ne les attribue pas directement, disons, ça réveille les consciences, en tout cas. Ça montre, en tout cas, la difficulté de faire face aux désastres climatiques en général. Donc voilà. Les conseillers de Donald Trump, avant qu'il prenne la décision « je sors ou je reste dans l'accord », étaient très divisés. Il y a les internationalistes et puis il y avait les nationalistes. Les internationalistes, qui sont ceux qui sont en prise directe sur le monde de l'économie, ont des chances finalement de l'emporter parce qu'avec le temps, leur point de vue pèse de plus en plus. Et Steve Bannon est parti quand même. Exactement. Donc, c'est vrai. Les nationalistes sont plutôt au conseil spécial du président. Oui, voilà. Donc, Et c'est le moment de donner justement, et bien en temps réel, vous allez le découvrir, les résultats de ce sondage Twitter que l'on vous soumet depuis ce matin. Les ouragans récents ont-ils changé votre perception de l'urgence climatique? 46% de oui, 47% de non. Bref, c'est très équilibré. Jean Jouzel. Ce qui serait important, c'est de savoir si les 46% de oui étaient des sceptiques avant, ils n'y croyaient pas, ou le contraire. Parce que, évidemment, c'est des gens qui pensaient déjà qu'il y avait urgence. Tout dépend de la répartition dans ces 2 catégories, me semble-t-il, pour savoir vraiment, disons, s'il y a eu un impact sur les gens qui pensaient que le climat n'était pas un problème. C'est ça dont on peut parler. Un grand merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, on se retrouve dans 4 secondes maintenant pour l'invité du jour. Ariane Hassler, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la radio-télévision suisse. Oui. Qu'est-ce que déjà vous avez pensé de ce marathon diplomatique qui vient de se terminer à l'ONU? Eh bien, je dirais que c'était un bel exemple de la façon dont Emmanuel Macron arrive, en termes d'image, à donner
à se mettre en avant. Il a profité notamment à l'ONU de l'absence d'Angela Merkel pour se positionner, pour répondre point sur point quasiment au discours de Donald Trump. On a envie de dire qu'on est dans la lignée des discours, des principaux discours auxquels on a pu assister, des discours enlevés avec des principes. Voilà, on a plutôt envie de dire que l'exercice est plutôt réussi. Oui, et on l'a bien vu, la différence entre les deux discours. L'un répondait presque à l'autre, le multilatéralisme face à l'isolationnisme de Trump. Oui, complètement. On reste effectivement là sur la ligne d'Emmanuel Macron. Je dirais que Donald Trump, de par ses prises de position, de par son personnage, lui a simplifié aussi la tâche. C'est facile, quelque part il arrivait derrière. On sait qu'il a un peu modifié son discours justement pour répondre à Donald Trump. Donc finalement, Emmanuel Macron qui devient, entre guillemets, le défenseur de ce multilatéralisme face à un Donald Trump où finalement on est globalement plutôt d'accord, en tout cas en Europe, sur les positions qu'il tient. Plus généralement, sur ses débuts justement diplomatiques, depuis le début de son quinquennat, quelle vision vous portez sur ses échecs ou ses réussites? On l'a vu avec Donald Trump, avec Vladimir Poutine et avec d'autres, et notamment aussi sur le dossier syrien. Emmanuel Macron est un homme d'image, ça on le sait depuis le début. C'est quelque chose qui, en termes de communication, qui fait très bien. Donc on a des éléments forts, il se positionne dans un rapport de force face à Donald Trump. On a cette fameuse image de la poignée de main, face à Vladimir Poutine aussi, lors du discours à Versailles. Finalement, on est effectivement, en termes de diplomatie étrangère, on est face à un président qui se positionne, qui prend de la place, qui dit attention, la France est de retour sur la scène diplomatique. Un président aussi qui se positionne en disant rapport de force face aux hommes forts, Donald Trump, Vladimir Poutine, mais en revanche, par exemple, sur le dossier syrien, c'est important de négocier. C'est vraiment le terme clé du positionnement d'Emmanuel Macron, c'est la négociation. Et vous avez l'impression qu'il va redonner le goût de l'Europe à la France, aux Allemands, si Angela Merkel, évidemment, continue son aventure en Allemagne, que ça va marcher, cette promesse qu'il avait de redonner goût à l'Europe? C'est toute la question. À dire, c'est toute la question. Je dirais que c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé au moment de son ascension, et notamment le soir du premier tour, on voyait effectivement de nombreux soutiens d'Emmanuel Macron, des jeunes notamment, dont ça avait été un des arguments principaux, le fait qu'il était pro-européen et qu'on remettait l'Europe au goût du jour. Je dirais qu'en tout cas, il a soulevé cet espoir. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir le concrétiser jusqu'au bout? En tout cas, il se positionne pour l'instant de manière plutôt habile, on a envie de dire. Il y a beaucoup d'actualités en Suisse en ce moment. Il y a 3 référendums que vous appelez des votations qui vont arriver ce dimanche. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quels sujets sont concernés par ces 3 votations? Alors, on a notamment une question très importante dans tous les pays, et dans le nôtre notamment, la question des retraites. Ouais. Une énième fois, la question des retraites qui revient en Suisse. On a aussi des questions plus larges sur la sécurité alimentaire, notamment. Il faut savoir qu'en Suisse, effectivement, on vote énormément. En 2017, donc, 7 votations seront organisées. Comment ça se fait qu'on soit amené comme ça à participer aussi souvent? En fait, si vous voulez, c'est vraiment le fondement du système politique suisse. Le peuple possède 2 droits, le droit de référendum, le droit d'initiative. Il y a ce qu'on appelle l'initiative populaire et le référendum populaire. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je décide, j'en sais rien, de lancer un projet, de réformer même la Constitution, et je prends 100 000 quand même de mes concitoyens avec moi, et ça va arriver devant le Parlement, on va décider si oui ou non c'est légal. Le Parlement est obligé de se prononcer sur... Le Parlement va devoir se prononcer, c'est-à-dire que d'abord on va voir si le texte proposé, si on a obtenu le nombre de signatures nécessaires, est valable aux yeux de la Constitution, aux yeux de la loi aussi. Et puis après, il va falloir effectivement se prononcer. Donc, si vous voulez, on a ce droit magique en Suisse. Effectivement, le peuple peut s'exprimer, si vous voulez, moyennant un certain nombre de soutiens. Quand je vous dis, moi, je lance une idée, voilà. C'est quand même mieux si on a un parti politique, c'est quand même mieux si on est un peu visible, voilà, et si on a des relais dans les médias, etc. Et donc, parfois sur des sujets extrêmement techniques. On voit sur la sécurité alimentaire ou sur l'assurance vieillesse. Est-ce que, du coup, il y a une lassitude de ces référendums ou est-ce qu'à chaque fois, il y a des taux de participation assez élevés? Non. Alors, le taux de participation, c'est une des questions qui se pose régulièrement parce qu'effectivement, les taux de participation restent bas. Si vous voulez, l'autre question que vous abordez, la technicité de certains sujets, c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement dans le débat. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité
effectivement de s'exprimer régulièrement sur un certain nombre de sujets, mais sur certains sujets, il est vrai, ils sont extrêmement techniques. Et finalement, parfois, les Suisses vont voter un peu en écoutant ce que vont dire leurs voisins, en s'appuyant aussi beaucoup sur ce que disent les partis. En fait, simplement, quand on a l'habitude de voter socialiste, parfois sur certains sujets où on se sent un petit peu moins à l'aise, eh ben, on va voter comme le parti, quoi. Et du coup, quel regard les Suisses portent sur notre façon de faire de la politique à nous ? Alors, qui est quand même viscéralement différente. Alors, qui est viscéralement différente, c'est un euphémisme. On porte un regard parfois amusé, parfois décontenancé. Voilà, on a un lien aussi avec la France. La Suisse, on est le petit pays collé au grand pays. On a ce rapport un peu amour-haine parfois avec vous. Et c'est vrai que la façon dont vous faites la politique, où il y a une manière de personnaliser la politique, la petite phrase qui répond à la petite phrase. Là, tout à l'heure, j'étais sur l'antenne de la radio suisse et j'évoquais ce qui se passe au Front National actuellement. Voilà, on a vraiment, ça se raconte. C'est quelque chose, c'est un récit véritablement. Il y a moins de drama, on va dire, dans la politique suisse. Il y a beaucoup moins de drama, il y a moins de personnalisation. Le gouvernement suisse est élu par l'Assemblée parlementaire et notre président, c'est une fonction honorifique. En réalité, c'est une présidence tournante. Tous les ans, le président change. Si vous voulez, on a 7 ministres qui composent notre gouvernement et le président, c'est une fonction honorifique. En réalité, à l'heure actuelle, si vous demandez aux Suisses qui est président cette année, tous ne sauront pas vous répondre. Donc, vous voyez à quel point nos modes de fonctionnement sont différents. Donc, du coup, effectivement, il y a une fascination pour la façon dont la politique ici se fait, pour l'extrême personnalisation, notamment de la fonction présidentielle. L'idée est aussi finalement que la France... On ne dit pas que le président suisse est jupitérien, par exemple. Alors, non, c'est impossible, ça n'arriverait jamais. Déjà, comme je vous dis, on ne sait souvent pas qui c'est. Ouais. Et puis, ça n'arrive pas parce que, si vous voulez, notre gouvernement, en plus, les postes sont attribués déjà aux différents partis. C'est les partis qui choisissent leurs représentants au sein du gouvernement, mais on n'a pas, comme vous, des alternances droite-gauche, ça n'existe pas. Est-ce que ce système politique s'est inspiré d'autres pays aux alentours ou au contraire a inspiré d'autres pays ? Alors, j'ai la fierté de vous annoncer que la Suisse a constitué, si vous voulez, un système extrêmement original, puisqu'il s'agit de mini-régions qui se sont mises ensemble au fil des années, au fil des siècles, qui ont conclu des accords, les différents cantons qui ont conclu des accords, qui ont décidé de déléguer une partie de leurs responsabilités à la nation, à l'État fédéral, mais qui gardent un certain nombre de prérogatives, chacun à leur niveau. Et notamment, les États-Unis se sont inspirés de ce fonctionnement, du fonctionnement de la Suisse. Alors, c'est quelque chose qu'on sait assez peu, parce qu'on est relativement discret, vous aurez remarqué. C'est vrai, oui. Voilà, on ne se fait pas beaucoup entendre, on vit un peu comme ça notre vie au cœur de l'Union européenne, mais notre système a inspiré, effectivement, notamment les États-Unis. La constitution de l'Union européenne aussi, le système politique suisse a été observé au moment où il s'est agi de réfléchir à cette constitution européenne. Vous dites qu'il y a moins de personnalisation des hommes politiques en Suisse. Est-ce qu'il y a au moins une médiatisation, ou alors sur les réseaux sociaux, des sujets justement, notamment à l'occasion de ces référendums? Est-ce qu'il y a, comme en France d'ailleurs, des campagnes assez violentes et virulentes sur les réseaux sociaux? Alors complètement. En revanche, les Suisses, parce que aussi justement ils sont amenés à voter et à se prononcer, sont très intéressés au sujet de votation. Et nous, par exemple, sur la radio nationale, ça fait partie de notre mandat, de toute façon, d'expliquer les sujets de votation. Et on a régulièrement des débats, là, notamment, effectivement, sur la question des retraites. Vous imaginez bien, c'est des sujets qui sont quand même potentiellement très tendus, très chauds. Et donc, effectivement, il y a des débats qui sont organisés. On en parle énormément. Le Suisse consomme aussi beaucoup les médias. On est un des pays au monde où on a le plus de médias, que ce soit les journaux, que ce soit le nombre de radios, par rapport au nombre d'habitants. Donc, le Suisse s'informe et essaye après d'aller voter en conséquence des informations qu'il a reçues. Eh bien, merci beaucoup, Ariane Asper, d'avoir été notre invitée. Et nous, on se retrouve très vite sur Le Figaro.